Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de Go Tempo. On a avec nous Jean, mieux connu sous le nom de Juan, et Mathéo, mieux connu sous le nom de Matéba. Hello. Donc bienvenue les gars. Merci. Vous êtes tous les deux cofondateurs du collectif et du label Micromat, c'est ça? C'est ça. Exactement, ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Micromat? Quand est-ce que vous l'avez commencé? Pourquoi? C'était quoi l'idée derrière, etc. Au départ, en fait, Micromat, c'était parce qu'avec Juan, on faisait partie d'un label qui s'appelait, enfin, on a un collectif et label qui s'appelait Matière. Ok. Et qui était vraiment axé plus niveau techno, enfin, il faisait vachement de techno. Ouais. Et bon, moi, j'aimais bien ça à cette époque-là. Mhm. Bon, Moi aussi, ouais. Et puis après, bon, bah, avec le temps, je suis parti un peu plus vers la house, un truc que j'aimais beaucoup déjà de base. Ouais. Mais je voulais vraiment un peu plus me mettre dedans. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de créer mon collectif, mais qui a comme un peu une branche, on pourrait dire, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, l'idée c'est que ça soit une branche de matière où on commence à partir sur la house. Mais bon, on a très vite compris que... Enfin, Mathéo c'est trop un électro libre, donc il va faire ses trucs de son côté, ça c'est clair. Ouais. Et ouais, même... Enfin, fallait que ce soit un collectif à part entière, genre pour que ça fonctionne, fallait que ce soit un collectif à part entière. Ouais. Et puis voilà, on avait cette entité déjà Micromat, et c'était vachement différent, Micromat et Matière. Donc on s'est dit, bon, on va splitter le truc. Ouais. Et donc on a monté Micromat, c'était en 2019. D'accord. On a fait la première soirée. Non, Ouais, c'est Non. juste avant le Covid en fait. ouais, c'était juste avant le Covid. Ok. En gros, on a fait Ouais. une soirée, je crois, c'était à la recyclerie, je me rappelle. Toute première soirée Ah, Micromat. recyclerie, ah oui, je vois, c'est Clignancourt, dans le... là, ouais, sur ouais. la petite Ouais, ceinture. ouais. C'était pas mal, hein, c'était Ah, marrant. c'est stylé ça, Ouais, ouais. bon, Ouais, personne, le lieu est mais vraiment c'était- cool. Ouais, Il y avait Ouais, personne, c'était mais c'était début. cool. Ok, trop Et puis cool. après, ouais, le Covid est tombé et flam, ça nous a mis un peu un coup de. Ouais. Un De- coup, ouais, un ouais. bâton. Bah, je pense ça que nous tout a le monde arrêté. dans le monde de la musique, c'était Mm. assez chaud. Et du coup, Micromat, c'est du coup cours pour Micromatière, c'était ça le. Ouais, un le- peu, c'était le ça, nom un peu, ouais. Ouais, ok. Et vous deux, vous avez commencé la musique quand exactement? Alors moi j'ai commencé très très jeune. Mhm. J'ai une éducation musicale à la guitare. Ok. Genre vers 4-5 ans, j'avais même Ah une oui. guitare et tout. Ah oui, tu dois être Ça chaud à la va. guitare du coup un peu. Ça, je me débrouille. Ouais. J'ai un peu ouais. lâché, mais... Ouais, Et du coup, j'ai fait de la guitare et beaucoup de basse aussi. ok. Et j'ai toujours adoré ça. Je suis passé par énormément de genres différents Ok. avant de me retrouver à la techno. T'étais dans une bande à un moment ou pas? Ouais, j'avais un groupe. Donne-nous le nom du groupe. Ouais. On veut. Les gens parlaient sortir le dossier. On veut les dossiers. C'est mort. Mais je jouais aussi beaucoup avec ma fratrie parce que j'ai un grand frère et un petit frère qui jouent de la batterie et de la guitare. Donc Ok. ça, c'était sympa. On pouvait carrément faire le groupe ensemble. Ok. Mais ouais, et après, j'ai découvert la techno, je sais pas, genre vers 14-15 ans. Ouais. C'est un peu mon grand frère qui m'a montré et un de ses potes qui était dingue de techno. Alors, Théodore Desbenoît. Ah, bah voilà. Qui avait genre 500 voire 1000 vinyles chez lui. Ouais. Ça m'a fait un peu phaser et je suis rentré dedans et tout et j'ai commencé à découvrir tout l'univers de la musique électronique. Et voilà quoi. Et petit à Ok. petit on est rentré dedans Ouais. en mode bande de potes. J'ai fait de la production, etc. avec les gens de matière, puis avec Mathéo. Ouais. Est-ce que t'es passé par la phase EDM comme on a tous fait Non, quand- moi du je suis tout. pas passé par la phase Direct, EDM. techno. J'ai fait rock à techno. Ah oui, carrément. Ok. Trop cool. Et toi, Moi, j'ai jamais été. Enfin, j'ai jamais fait d'instruments de musique. Ouais. Mais par contre, mes parents écoutent beaucoup de musique électronique, Ok. surtout mon père, Ok. qui lui avait des platines en plus. Ouais. Et on écoutait, il écoutait beaucoup de house, deep house. Ma mère, pareil, Mhm. sous le full house. Et puis je suis rentré un peu là-dedans dans ça. Enfin, Trop cool ça. grâce à ça. Ouais. Après, j'ai eu ma petite période où j'écoutais pas forcément ça, vraiment. Ouais. Du rap, un peu de tout. Et puis un jour, mon père m'a offert un petit contrôleur, je me rappellerai toute ma vie. C'est un Hercule LE. C'est des tout petits trucs. Tout tout petit. moches On qui commence servent à rien. Ouais, tous avec sur ce genre de Virtual trucs, DJ, je m'en souviens, il n'y avait pas encore Recordbox, tout ça. Et j'ai commencé à patater, j'ai kiffé. Puis après, voilà, j'ai arrêté, j'ai repris. Et puis à un moment, je me suis vraiment mis dedans. Ouais. Et Ouais, ok. Et il avait aussi téléchargé Ableton à l'ancienne, je me rappelle. Et j'ai essayé, bon, j'ai jamais réussi. C'était quoi? C'était au 8, au 9 Alors, je sais pas du tout. Ah ouais, Enfin, mais du coup, c'était. je pense, ouais, le 9. Non, je pense, ouais, c'est le 9, je pense. Ouais. La version gratuite, là, qui dure 30 Ouais, jours. ouais. À chaque fois, Je sais qu'ils ont enlevé ça en plus. Ah ouais ils ont Ouais, maintenant, mais- tu peux plus faire ça. Bah, normal, les gens, ils faisaient des fausses. Ouais. Tu peux le faire, Exactement. À l'infini, ça. Non, à un moment, même, par contre, à un moment, je crois que ton ordinateur, il capte. Et ils disent non, c'est mort. Tu Ouais, peux tu faire fais ça ça, sans- c'est avec l'IP ou un Ouais. truc comme ça, exactement. Et donc, voilà, après, je me suis vraiment mis dedans. Ok.
Je me suis acheté un gros contrôleur et tout, et puis allez. Quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré, qui ont fait que vous avez évolué, tu sais, on a toujours des goûts qui évoluent, etc. Sur un coup de tête comme ça. Moi, c'est des artistes que mon père l'écoutait, donc c'est du Carl Cox, les trucs comme ça. Ok, en même temps, c'est une légende, Carl Cox, tu vois. Ça. Au tout début, après, après, vu que mon style n'était pas forcément ce que lui faisait, je me suis dit, c'est cool, j'aime bien. C'était genre Chicago House, Detroit, voilà, c'est ça. À cette époque-là, à cette époque où on faisait vachement plus de house que de techno, je préfère. Mais après, après les goûts, ils changent. Ouais, absolument. Quand il y avait un moment où j'étais à Chicago, et du coup, je suis allé à un OG Chicago truc où ils avaient mis des grosses baves, des gros trucs. Et vu que en fait, la house a été créée à Chicago, t'avais des gens de l'âge de nos darons qui étaient là à vraiment danser comme des oufs et tout. J'étais genre, ah ouais, quand même, ça change un peu, tu vois. Ici, c'est que des jeunes, tu vois. Occasionnellement des jeunes, mais absolument. Ok, trop cool. Et déjà, est-ce que vous avez des projets là en ce moment Je sais que vous faites Sylvafest avec Micromet. Vous pouvez expliquer un peu Ouais, bien sûr. Alors, le Sylvafest, il y a eu la première édition il y a 2 ans. Ça s'est trop bien passé. Mais pour être honnête, ça nous a fait un petit coup... c'était assez cher et c'est normal pour une première édition. Ça nous a fait... c'était compliqué. C'était un premier festival. On ne savait pas forcément comment ça marche. Déjà, bravo de faire un festival. Hein. C'est pas un truc simple. Quoi. Ça, c'était un truc qu'on voulait trop faire. Ça, c'était un des projets. C'était un pari, quoi. Et puis moi, dans ma tête, c'était aussi un projet. Quand on a créé Micromatch, je me suis toujours dit, un jour, on aura quand même un festival. On aura un festival. Et tu l'as fait. On l'a fait, Et bon, la première édition, ça a été un peu compliqué, puisqu'on ne savait pas trop comment il fallait faire. C'était une première pour nous, sachant qu'avant, on n'avait même pas organisé de rave ou de warehouse ou trucs comme ça. Parce qu'en réalité, un festival, c'est un peu une rave ou une warehouse en x10, x3. Je veux dire, il faut... T'es dans un endroit vierge et il faut tout ramener, tout s'occuper, que ça soit du bar, bar, sécurité, scénographie. Penser absolument à tout. Et en plus, le pari qu'on se fait, c'est quand même du son non-stop pendant 36 heures. Ah oui, il n'y a même pas d'heure creux les gendarmes. C'est en mode. Tu peux te réveiller en mode. Voilà, ça c'est un peu le but du truc. On va pas te dire, tu vas te coucher maintenant. On est tous assez grands. C'est cool ça. Vraiment à la Sunwave, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est s'inspirer de ce genre de festival. Okay. C'était à quelle échelle à peu près, genre combien de personnes? C'était 600. Ah ouais, 600 pour votre premier festival? Les gars, bravo, chapeau, parce que ça doit pas être. Après, le but, c'était pas non plus d'avoir un truc énorme, c'est vraiment. Non, mais déjà 600, c'est énorme, tu vois, gérer la logistique, etc. Ça a été, on s'est tiré les cheveux. Ah oui, ça c'est clair. Ça a été fatigant. Il y a des moments qui étaient un peu moins marrants, mais quand c'était fini, on était bien contents. C'était un peu libérateur, tu vois. Tu sentais que t'avais fini ton festival, que ça s'était bien passé. Justement, ça c'est un point qui est intéressant, que parfois c'était difficile. C'était quel genre d'obstacles que vous avez pu rencontrer, etc. Mais en fait, c'est que des trucs que t'as pas préparés ou tous les imprévus qui t'arrivent en face des yeux. Qu'est-ce que je sais pas. Les problèmes d'électricité, ou même des gens mal qui tombent, qui sont pas bien, plein de petits problèmes, des problèmes de logistique, les drivers, aller chercher les artistes, peut-être que l'artiste qui doit mixer, mais en fin de compte il est dans les embouteillages, donc il est tombé malade, je sais pas quoi, les bénévoles qui sont pas là, plein de petits trucs. C'est des petits problèmes qui sont pas super graves, mais mis bout à bout, et puis le stress aussi que vous avez, parce que ça t'es ultra stressé. Et puis il faut se dire que c'était une équipe où on est 6 ou 7, t'as 600 personnes qui comptent sur ces 6 ou 7 personnes. C'est 100 personnes par tête, c'est quand même ouf, putain. Ok, et finalement, quand vous avez fini, quand le festival est fini, vous étiez... franchement, on était contents. Bon, au niveau budget, on avait un peu dépassé, on avait un peu perdu de l'argent, mais c'était pas non plus... Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité... pour moi, je regarde, après, je sais pas, c'est peut-être différent pour Jean, mais c'était surtout une bonne expérience et ça nous a fait connaître aussi. Je regrette pas. Donc, j'aurais fait les choses peut-être différemment. Il y avait certains trucs que j'aurais fait différemment. Mais je regrette pas et c'est pour ça, regarde, je refais une. Oui, c'est de l'expérience qu'on gagne en fait, tu vois. Absolument. Aussi de l'expérience et c'est trop cool à vivre quand même si t'as besoin de 4 semaines de repos après. Mental, vraiment. Et puis cette expérience, ensuite, vous l'utilisez maintenant pour la deuxième édition de c'est ça, voilà. Vous êtes mieux préparé, on est mieux préparé, à quoi vous attendre.
plus où on va finalement. Ou les trucs où il faut faire vraiment attention, les trucs qu'on n'avait pas pensé forcément la première fois. Comme quoi, enfin je sais pas si c'est des exemples. Par exemple, toute la logistique de driver, de faire venir les gens, parce que soit à Paris, soit c'est des internationaux, et c'est pas forcément à Paris où on a 1 heure. C'est des petits trucs comme ça, mais quand t'as 30 artistes, savoir quand les faire venir au bon moment et partir au bon moment, sachant qu'eux ils ont des impératifs, parce que peut-être qu'ils mixent après ou peut-être qu'ils mixent avant. Enfin, pareil pour les timetables, c'est cool. C'est cool. Trop bien. Et si on revient un peu à Micromat, est-ce que vous pouvez nous dire l'évolution un peu de quand vous l'avez créé maintenant, parce que je vois déjà sur votre page Insta que vous mixez dans pas mal d'endroits. Comment ça s'est fait ça? Comment vous avez Alors Micromat, on a eu un truc, je sais pas si on peut le dire. Je sais pas si c'est bien de le dire, mais bon. En vrai, Micromat, on a eu une chance, c'est qu'on a fait les confineries. En fait, c'était pas c'était pas mal ça. En gros, ça va, ça fait longtemps. C'est classé. Alors, en gros, nous, le truc qu'on a eu, c'est qu'en fait, on a démarré, on a commencé un peu à se faire connaître, et boum, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, tous confinés, tout ça, je vous rappelle pas les mauvais souvenirs. Mais et en fait à ce moment-là on s'est dit mais si on ferait pas des soirées, en fait, si on n'organiserait pas des soirées un peu en loose day. Et donc on a fait une soirée dans une ferme qu'on a appelée la confinerie. Et ça nous a mis un coup de com, un buzz, on peut appeler ça comme ça. Vous avez saisi l'opportunité. Il y avait grave du monde, c'était là. C'était incroyable. Les gens ils avaient faim à ça. C'est super loin et tout, genre c'était à 1 heure. Oh là là. Il y a des gens qui marchaient dans les champs et tout, qui étaient venus de la gare. Et genre la gare est loin parce que c'est dans une ferme, tu sais, c'est pas le truc où t'as bus. Donc ta gare est un peu loin, le mec traversait le champ pour venir dans la gare. Franchement, c'était Walking Dead, les gens ils arrivaient de partout et tout. Ils nous arrivent. T'avais les écuries au milieu de la soirée. C'était en pleine. À un moment, je vais pour aller dehors. Et je sais pas, je téléphone, je sais pas ce que je fais, et je fais pas attention. Il y avait une écurie, tu sais le truc où les chevaux sortent juste leur tête. C'était juste derrière moi, et j'avais pas vu qu'il y avait ça. Et je téléphone, et d'un coup, je sens un souffle. je retourne la tête, et j'avais pas fait gaffe qu'en fait, on était dans une écurie, et je vois la tête. J'ai fait un bond. Ça, c'était pas, mais ce soir-là, on a eu pas mal de pépites cette soirée-là. Hein. De pépites en mode d'histoire un peu de comment on appelle. Mais c'est les meilleures soirées, ça. C'est les meilleures soirées, c'est clair. C'était à une époque où, je sais pas si tu te rappelles, c'était une époque où il y avait ça passait aux infos, il y avait des gens qui coupaient les oreilles aux chevaux. Je sais pas si vous avez vu. Ça passait aux infos. Non, mais c'est vrai. Dans quel but? Je sais pas. Juste des fous comme ça. Des fous comme ça. Et en gros, mais ça passait aux infos tout ça. Et donc en gros, ils avaient fait pour toutes les grosses écuries, tout ça, des patrouilles. Les gendarmes allaient souvent. Et ils sont pas venus le jour où on fait la soirée. Ah là là, et on a dû éteindre les lumières, éteindre la musique et tout. On était là, les gendarmes étaient à l'extérieur en train de tourner. Mais oui, nous on pensait que c'était pour nous de base. Et la proprio nous a dit non, vous inquiétez pas, c'est pour. Faites la teuf tant que vous coupez pas les oreilles, c'est tranquille, tu vois. Mais non, ils viennent pas pour ça, ils viennent pas pour la teuf, ils viennent pour. Mais je sais pas, on l'a jamais su. Ils ont jamais su. Et on pensait qu'ils venaient pour la fête, nous, de base, parce qu'on était en train de faire la fête. Non, pas du tout. Et nous, on était là, à pas faire de bruit. À la fin, ils nous a dit non, vous inquiétez pas, c'était pas pour vous. Enfin, voilà. C'était marrant parce qu'il y avait plus de son, on était tous là. C'était trop marrant. Vous étiez combien à peu près On était 200, 300 quand même. Quand même. Non, en tout cas, c'est open air, c'est pas. Non, c'était. C'était à l'intérieur, c'était dans une grange. Ah oui, d'accord. Mais ouais, ça faisait beaucoup. C'était une grange aménagée, fait pour accueillir des gens. Franchement, le lieu était vraiment trop beau. Un peu loin, mais cool, ouais. Ok. Et après ça, du coup, quand le confinement s'est terminé, vous avez commencé à démarcher des lieux, c'est ça, à Paris ? Ouais, c'est ça. Après, on en faisait quand même pas mal, un peu avant quand même. Mais on a commencé à démarcher des lieux. Et puis, ça se passe comment ça, exactement ? Alors ça, c'est moi qui m'en occupe. Et je récupère les mails soit des DA, soit des clubs. Et puis je leur envoie un mail. D'accord, les DA genre sur Internet ? Ouais, voilà. En fait, souvent, si vous allez sur les sites, tu vois, sur le site du... Enfin, pas forcément le DA, mais aussi sinon la programmation, quoi. Ouais. Okay. Quand tu vas sur le site, souvent t'as les mails, ou sinon t'envoies un mail au club et puis le club te redirige
Ouais. Ça, tu vas visiter, tu parles au mec qui voit site son. Ouais, t'envoies un mail en te présentant, disant t'es qui, tes micros, tu représentes Micromat, ce que tu fais, quel style, et tu. Voilà. Ouais, à cette époque-là, le style c'était plus micro, c'est ça? Ouais, c'est ça, micro, minimal. Roumain. Moi, à l'époque, en tout cas, moi j'étais plus dans ce style-là. Il y avait plus différents styles, les gens n'étaient pas forcément. Ouais, exactement. Maintenant, je sens que ça tourne un peu plus vers la French House et des trucs comme ça. Plutôt Tech House. Tech House, j'aime pas ce mot-là. Parce que Tech House, ça peut être ça peut être commercial. Ouais, c'est ça. Ouais, Deep Tech House, voilà. Underground Tech House, UK Tech House. Exactement. Ouais, on a des vraies influences sur ce qui se passe en Hollande et en UK. Moi, surtout en UK, genre, je suis très. Il y a beaucoup de garages. Moi, j'aime bien le style un peu hollandais. Le garage, la two-step, toute la basse musique aussi, je la trouve intéressante quand elle rentre un peu dans le style de la house. Mais après, ça, c'est juste moi, c'est pas forcément le collectif, mais on a beaucoup d'influences. C'est ça qui est cool. On a beaucoup de personnes qui aiment des choses un peu différentes. Là, on a par exemple Salomé qui est un peu plus en grande tech house. On va avoir Mathéus qui est un peu plus en mode électro UK. Trop fine qui va être un peu plus deep tech, minimal micro. Moi qui est plus minimal micro, lui UK, two step. Ok. Et pop rock. Non, je prends le micro des fois. Ça le MC, tu vois. Ok, trop cool. Et vous avez, parce que vous êtes, c'est pas juste un collectif, c'est un label, non? Micromat. Ouais. Vous avez relâché des sons? Alors on a lâché quelques VA, je crois qu'on en a lâché 3. C'était quand la dernière? Voilà, ça fait un petit moment. Ok. En fait, c'est compliqué de se concentrer sur l'événementiel. Et aussi, vous avez beaucoup de facettes en fait. C'est ça, on a aussi une agence, Media Agency. D'accord. Une agence de booking. Et d'être ça s'appelle comment? Media Agency. Ah, c'est vous, Media Agency? Ouais, c'est vrai. Mais non. C'est ok, ouais. Putain, mais vous êtes partout en fait. Media Agency, on fait un festival. Puis bientôt, on va ouvrir un sex shop. Non, beaucoup. Ok, trop bien. Et c'était dans quel style les VA? D'ailleurs, c'était digital ou aussi non, vinyle? que digital. On n'a encore pas fait de vinyle. Okay. C'est un projet. Hein. Un jour, faut le faire. Ouais. Ça, c'est un de mes rêves de une petite collection là, d'avoir un vinyle pressé. Ça va. Exactement, tu vois, même dans une vanne. C'est vraiment un plaisir de sortir son vinyle. Exactement. Puis de l'avoir en solide, de l'avoir en main, je trouve que c'est. Ok, trop bien. Et dans un aspect un peu plus santé mentale, parce que ce podcast parfois ça tourne un peu vers ça, quand vous avez des moments de stress ou justement on parlait du fait que quand vous organisez des choses, etc., c'est stressant, etc. C'est quoi vos mécanismes un peu pour gérer ça, pour gérer les obstacles? Moi, je gère très mal le stress. Crier sur les gens. Moi, je m'agace, moi. Mais non, mais c'est pas bien. Mais moi, je sais pas. Il faut relativiser. Après, il faut se dire quand même que voilà. Enfin, je sais pas. Moi, quand je suis stressé ou quand tout va pas, je vais dormir. Ouais. Ok. Le sommeil, d'accord. Tu dis, nique tout, je vais aller dormir. Je me réveillerai, ils seront toujours là, mais bon, c'est pas grave. En vrai, je pense qu'avec l'expérience, on a compris que déjà regarder la billetterie pendant toute la soirée, ça va pas te sauver. Genre. C'est vrai que ça changera rien au moment de la soirée. En fait, il faut que tu arrives à prendre du recul, à fumer ta clope, te poser dehors, te faire un peu de bien, respirer un bon coup et après tu reviens. Non, il faut pas boire ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas intelligent. C'est clairement pas la solution. Parce que en plus, ça. Ça te décrédibilise déjà et tu prends pas forcément les bonnes décisions. Ouais, absolument. Et puis en tout cas, dans le moment on stresse de ouf. Ensuite, quand l'événement est passé, on relativise un peu aussi. On se dit, bon, en fait, ça va. T'es pas sûr. C'est sur le moment quand t'as plein d'informations, tu dois faire plein de trucs qui arrivent sur toi. T'es là. Ouais, exactement. Mais ouais. Et là, à part le Sylvafest, qui est quand même un truc à très grande échelle, je vois que vous faites pas mal d'after, pas mal de trucs. Je pense que maintenant, à ce stade-là, vous savez à peu près gérer. Enfin, ça vous fait plus trop le même effet que quand vous venez de commencer. Vous savez très bien que, au pire des cas, ça se passe. Mais en tout cas... il a dit une vraie phrase. Je crois que c'est hier, on en parlait avec Charles. Ouais. Et tu disais, ce que j'ai appris en je sais pas combien de temps d'after, c'est qu'on dit... Attends, c'est quoi? Je sais plus, c'est qu'on a des maudits salauds. Non, non. Non, il a dit. C'est toi qui a dit que ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a rien de compréhensible. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un mot qu'on comprend pas. Tu vois, c'est un truc. Il y a tellement de facteurs que
C'est une science trop complexe. Tu vois, les acteurs, parce que nous, on est full after, en fait. Putain, mais cette phrase, c'est limite secrète. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais. C'est ça, tu vois. Là, t'es devenu secrète, en fait. C'est qu'en fait, il n'y a rien. C'est mon moment, là. Quand tu dis ça, j'ai dit, ah ouais, philosophe, mec. Non, mais ouais, il y a tellement de choses, surtout les afters, parce que ça dépend des soirées avant, ça dépend du temps, ça dépend... Est-ce que les gens vont se chauffer? Est-ce que tel artiste va envoyer? Genre, suffit d'une personne qui casse le truc. Boîte qui dit ouais, go, soirée Micromat, et ça va te ramener genre 50, 100 personnes. Moi, je force un peu, mais. Ouais, quelqu'un qui se chauffe, c'est des afters. C'est des petits facteurs comme ça qui font que finalement, t'as 2-3 fois plus de personnes et ça fait vraiment la diff, quoi. Trop bien ça. Et vous êtes combien dans l'équipe Micromat? Alors en DJ, on a Trofine. Ok. Salomé, d'accord. Mathéus, okay. Luve, okay. Jean et moi-même. Et après, autour, qui gravite et qui nous aide, on a Henri qui est notre scénographe, Cassandre qui s'occupe beaucoup de la com, et avec Balthazar. Ok. Ouais, c'est une bonne quand même, équipe. ça fait... Équipe, ouais. Okay. Et vous êtes rencontrés comment, en fait? Par le biais d'un pote. Ouais. Quand? C'était longtemps? À la concrète. À la concrète. Ah ouais, ça date ça, à la concrète, avant qu'il ferme et tout. Des vieux mecs. Je pensais pas que j'allais devenir meilleur pote avec lui, mais... Moi non plus. C'est comme ça, un soir, je vais un verre. Il était très con, il m'a une gifle comme ça, je dis Vous couperez ça aussi. C'est ça, je traînais avec un autre pote, justement, le pote avec qui j'ai fondé Matière, Charles Reglia. Ok. C'est une très bonne agence de booking, Bagarre Agency. Ils ont des très bons artistes, je tiens à le dire. Ouais, Vitaline d'ailleurs, qu'on ramène au Silva Fest. Bref, et du coup, je sortais avec lui, et en fait, c'était un meilleur pote d'enfance de Mathéo, et du coup, il l'a retrouvé. Comme ça, on s'est rencontrés. Okay. Enfin, on s'est appelé. Ouais, ça a bien matché. Ça a bien matché, on faisait du son, on voulait faire du son, lui aussi. On cherchait des potes entre nous qui font du son pour... Parce que le reste de l'équipe Micromat, c'est aussi, vous avez rencontré... C'était des potes d'emblée ou c'est... Non, après, c'est des gens qu'on a rencontrés plus tard, et qui étaient un peu dans la même vision des choses que nous. Ok. Tu vois. Ouais. Ok, trop bien. Et vous produisez tous les deux. Toi, j'avais vu que t'avais sorti un truc sur Howl. Ouais. Ça c'est ouf, hein. Howl, c'est quand même un bon label quand même. Ouais, merci beaucoup. Je suis assez très stylé en plus. Ouais, j'ai écouté. C'était carré en vrai mec super. Est-ce que vous pouvez, chacun d'entre vous, nous raconter un peu les aspects techniques? Ça veut dire quand vous avez commencé. Déjà, quand et combien de temps ça a pris pour progresser? Parce que tu sais, on commence tous et on se dit putain, mais c'est quoi tous ces boutons? Qu'est-ce qui se passe? On comprend. Après, toi, vu que t'as de la théorie de musique et tout, tu connais un peu, mais. Ouais, mais après que je suis arrivé sur Ableton, je comprenais rien comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Et ça s'est passé comment? T'as appris tout seul, YouTube? En vrai, j'ai commencé par FL Studio. Ah, pareil. Ensuite, je suis passé sur. Un peu plus user-friendly, un peu plus kawaii. Ouais. Et après, je suis passé sur Machine, parce que j'avais un pote qui avait acheté Machine et qui avait l'MPC Machine et tout. Jérôme. Ouais. Putain, c'est notre époque là. Je me remémore des trucs. Ouais, moi aussi. Avec Debian et tout. Oh là là, c'était bien. Ouais. Et après, je suis passé sur Ableton parce que en fait, le monde de la musique électronique, en tout cas le monde de la house, gravite beaucoup autour d'Ableton. T'as énormément de connaissances qui sont sur YouTube et même être avec des gens qui sont aussi sur Ableton autour de toi, ça te permet d'avancer, de progresser avec eux. Ouais. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai appris, c'est en faisant du son avec d'autres personnes, en regardant des tutos et en me fixant des mini-objectifs, genre ok, j'ai envie de faire ce style-là, j'ai envie de faire ça. Une fois que tu sais un peu faire ça, là tu vas pouvoir te libérer un petit peu plus et faire... Il s'introduit, il est d'accord avec toi. Et après, tu vas commencer à faire des trucs un peu plus mystiques qui te correspondent plus et tout, genre ta sauce. Ouais. Mais ouais, je pense que se forcer à essayer de faire comme les autres, c'est un bon outil pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire après. Ouais. Et ça, c'était dans un laps de combien de temps en fait? Je t'avoue que j'ai eu en fait, j'ai plutôt des moments où je produis beaucoup et des moments où je produis moins. Ouais. Du coup, je pense que ça va être 3-4 ans que ça se passe comme ça. Et j'ai des moments intenses où pendant 1 mois, 2 mois, je vais commencer à produire comme un ouf.
Ouais, je vois. Et quand tu venais de commencer, tu faisais quoi, techno, c'est ça? Ouais, je faisais de la techno, j'ai fait de la drum and bass. Ouais, bah tu sais, c'est cool de tester, voir là, ouais. C'est ça. Ouais. C'est pas parfois, j'avais une liste de challenges que j'avais vu sur internet en mode des trucs du genre essaye de faire un BPM que tu fais jamais, mais qui te fait peur, tu vois, genre 170 ou même 60, tu vois. Bon, après 60, c'est 120 entre guillemets, mais. Ça, c'est quoi comment ça? C'est le challenge. Ah, des challenges, pour en fait, j'étais avec Cosmic Academy, tu vois. Ouais. Et un des profs, il avait dit les gars, pour sortir un peu de vos zones de confort, parce que généralement, tu sais, on est un peu dans une boîte, tu vois. Vous pouvez faire ça. Et il y a par exemple justement sortir du BPM complètement. Du coup, j'ai fait un truc drum and bass. À un moment, j'ai fait 80 BPM. J'ai fait un truc vraiment un peu. J'ai fait parce que tu sais pas trop où tu vas. Où ça va t'amener. Ouais, exactement. Ouais, de ouf. T'as aussi. Genre tu prends une scène d'un film ou une scène où genre un festival ou je sais pas quoi, tu mets mute et tu te dis que je vais faire la musique pour ça, genre en mode t'imagines, tu vois, t'as beaucoup de trucs comme ça, tu vois, ou par exemple tu fais, parce que je fais pas mal de sampling, il y a un truc qui s'appelle juste c'était quoi? Juste sample, en fait, c'est une extension pour Chrome. Et juste, tu cliques record, et c'est le record en putain haute qualité. N'importe quoi, tu vois. Sur YouTube, Chrome, il y a ça? Moi, je et par exemple, j'ai une vidéo sur mon Insta où j'ai fait un truc très éthéréal, etc. Où j'ai pris son d'un éléphant sur National Geographic, un chant mongolien, c'est tout ça. Tu vois, des petits trucs comme ça ici et là, et finalement, tu les intègres dans ton truc, et voilà, enfin, tu sens plus ce que tu veux, et ça peut être grave cool. Donc voilà, sortir un peu du truc. Mais je suis pas encore arrivé au live. ça, c'est quelque chose. C'est un truc, justement, toi, c'est pour ça que j'ai un peu tourné le sujet vers ça. Toi, tu fais des lives, c'est ça? Ouais, je me suis mis au live, là, ça va faire maintenant 1 an et demi que je m'entraîne, en vrai. Et puis là, je l'ai terminé. Ok. Et je le fais mon premier live, là, ça va être le 5 juillet. D'accord. Pour Delicate Scene. Et ouais, c'est un truc que j'avais envie d'explorer. Parce que je produis, et je me suis dit, bon, je produis, autant pas d'essayer de produire en live et d'essayer de créer des trucs et pouvoir... T'avais genre commencé avec ça? Non, mais j'ai produit, vu que je produis de base, j'ai pas commencé comme ça. Et donc je me suis dit, bon, est-ce que j'essaierai pas d'essayer de produire en live, de faire du live devant les gens. Puis en fait, ça me permet d'avoir des possibilités qui s'arrête pas, et puis t'es inimaginable, et puis franchement c'est cool de ouf. Et puis en fait je trouve que ça permet vraiment déjà sur un set, ça te permet vraiment de raconter une histoire. Tu commences et tu vois, tout va ensemble en fait, c'est pas comme un set où là tu mets des musiques, où tu mets des musiques et bon, c'est super mais tu vois, tu les mets ensemble, et bon, il y a une histoire, mais il y a pas quelque chose, c'est pas quelque chose que tu crées du début à la fin, ou un voyage un peu, on peut dire. Et j'avais envie de créer ça, et puis je me suis dit bon go. On en avait parlé un peu l'autre jour, Vitesse, c'est au Back to Back Festival qui faisait un peu ça, etc. Moi, ce qui est un peu regrettable, c'est que je suis grave dans le vieux arrangement. Je commence comme ça, etc. Et je suis pas du tout... je fais jamais du session. Et du coup, pour le live, faut vraiment être dans le session. Moi, j'ai toujours fait vieux arrangement. Moi, j'ai toujours bossé en vieux arrangement de base. Et puis là, j'ai un peu essayé de comprendre comment ça se passe. Et comment en vieux session, comment ça se passe. C'était un peu compliqué au départ pour m'habituer. Mais en vrai, ça va. Ok. Quand t'as l'habitude. Et puis après, en fait, c'est quand même super intuitif, parce que quand t'as ton ton contrôleur, en fait, ton contrôleur, c'est vraiment reproduit vraiment exactement ce que t'as sur sur ta vue session. Donc t'as juste à appuyer, et puis ce que t'as appuyé, si tu l'as mis là au bon moment, au bon endroit, c'est bon. Ça et il faut juste s'habituer en fait au truc. C'est ça. Justement, vous avez quoi comme hardware externe? Alors moi, j'ai un APC 40 MK2, un MP8X. Et un petit comment ça s'appelle, clavier maître. Et on fait aussi un live avec Jean. Parce qu'on a un alias qui s'appelle Matejuan. J'ai vu ça. Et Jean ajoute son moi je suis plus clavier en fait, donc j'ai un très joli Prophète qui prend beaucoup de place. Je le chéris bien. Et avant j'avais un micro Korg aussi. Trop bien ça. Mais c'est très c'est dommage ça d'avoir vendu. Moi, il y a plein de trucs comme ça que j'ai revendu, et je le regrette. Pareil, j'avais un Korg on peut plus l'acheter maintenant, et je l'ai vendu parce que j'avais besoin de thunes, tu vois. À l'époque, c'était Korg C'était Korg. C'est celui où t'en as un qui est poli et l'autre qui est pas poli, tu vois. Moi, j'avais un Volcati.
Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, j'aurais pas dû vendre ça. C'est ça. C'est ça, en fait, le truc, c'est au moment où tu sais pas l'utiliser, là, t'en as pas l'utilité, et tu dis, ouais, bon, je vais le vendre. Et après, genre, quand tu l'as vendu 2 mois après, tu te dis, ah putain, en fait, j'en avais besoin. Exactement. Ouais, moi, je sais que par exemple, les MK2, là, je vais jamais les vendre. Jamais. Tu vois, je vais passer à mes fils en mode, tu mixes, sinon t'es plus mon fils. Tu vois, mais genre. Moi, j'ai décidé que maintenant, j'achète du matos, je ne vends plus rien. Même si je ne l'utilise pas, je ne le vends pas. En fait, c'est bien d'avoir ça, une valeur sentimentale. Et puis, un jour ou l'autre, je pense que tu peux l'utiliser. Ouais. C'est pas parce que là, t'en as pas l'utilité. Après, il y a des trucs où vraiment, ça sert à rien. Ouais. T'as des trucs où t'en auras pas l'utilité. Ouais. Mais ouais. Et vous avez un peu un studio où tu mets les racks, les trucs, les je sais pas quoi. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'hardware non plus. Je suis pas. C'est pas. En fait, c'est parce que j'ai pas trop la place en réalité. Ouais. Et puis j'ai jamais eu trop l'occasion de me mettre dedans, mais ouais, j'ai mon petit l'espace quoi. Ouais. D'accord. Et t'as déjà essayé de tu sais, quand vous faites des lives, etc., faire un petit truc avec la guitare, vu que t'es chaud en guitare. Ça peut être intéressant, ça, non? Ouais, en vrai, ça peut être très cool. Mais en fait, là, on était plus dans l'optique de vraiment organiser le live, faire en sorte que le squelette soit très stylé, et aussi. Bon, en vrai, le clavier, je sais pas si tu connais le Prophète, mais t'as tellement de banques son, t'as tellement de trucs trop cool que, de base, ça suffisait, quoi. Tu vois, c'était. Et puis il y a un truc qui est super différent entre le live et la production, c'est que la production, t'as quand même un chemin, il y a quand même une façon, plusieurs façons de le faire, mais pas non plus des tonnes de manières de produire. Il y a toujours les mêmes, c'est toujours de la même manière, on va dire. Le live, il y a pas une façon de faire le live. En fait, mais c'est ça aussi la beauté du truc. Et ouais, mais ça veut dire que c'est un peu compliqué quand tu commences et quand tu débutes de savoir comment on va passer de ça à ça. Comment on va faire cette transition sans que ça soit un truc, quel matos il va nous falloir, qu'est-ce qui nous manque, et c'est ça qui a été un peu plus compliqué. Et parce c'est comment que t'as surmonté ça. Voilà, en fait on a testé déjà parce qu'on a commencé ensemble, et puis moi aussi j'ai de mon côté, c'est tester plusieurs manières, et puis voir qu'il y en a une on commence, on met plein de sons, et on voit qu'en fin de compte non, ça va pas du tout, parce que ça va pas le faire, ça va pas être truc, donc on recommence. C'est un process qui est assez compliqué. Ouais, c'est ça, on a modifié la méthode 4-5 fois avant de trouver une bonne méthode qui nous allait à nous. Qui nous correspondait. Et encore, je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Mais celle qu'on aime. Déjà, live, c'est un niveau au-dessus, parce que c'est enfin, quand tu fais une production et vraiment tu mets tout à l'horizontale et pas au vertical, c'est un peu plus organisé, etc. Live, ça peut vraiment aller dans tous les sens. C'est un peu épée de double tranchante parce que c'est trop cool. Tu sais, t'as un monde que tu peux explorer complètement fou. Ouais. Mais aussi, c'est beaucoup plus dur, j'imagine. C'est ça. Et après, la question, c'est aussi quand tu fais du live, t'es aussi un producteur. Ouais. Donc, moi, ça a été une de mes premières questions, et c'est de savoir, est-ce que tu fais ta track pour le live, ou est-ce que tu fais une track, tu fais ta track pour faire une track, et après, tu l'incorpores à ton live. Et c'est ça, en fait, toute la différence. Ah oui, d'accord. Tu vois, moi maintenant, ce que je fais, c'est que en fait, je fais les deux. Dans les deux sens, en fait. Je fais les deux. Okay. Et ça va. Et après, pour certains artistes, c'est un peu plus facile, parce qu'il y en a qui vont créer quand ils vont faire la création de la track, ils vont la faire en fonction de leur live, pour le live. Donc après, ils vont la sortir et en faire une track en ajoutant ou en enlevant ou des éléments. Et c'est qu'il y en a qui sont aussi productifs. C'est ça, je pense. Je pense Swilly, des gars comme du live. Emi Omar, je le suspecte de faire ça aussi. Je pense que Emi Omar, lui, il fait ses tracks pour son live, et après il les sort, et il rajoute des éléments, des trucs pour que ça soit écoutable. En tant que radio edit, comme on peut dire. Ouais. Ok, et sur le plan plutôt psychologique, pour les artistes émergents qui regardent le podcast, parce que vous savez, j'imagine que pour vous, comme pour moi, comme pour beaucoup de gens, ça se passe. Parfois, on a des bons jours où on se dit putain, j'ai fait un banger, et il y a des jours où on se dit putain, je suis vraiment trop nul. Vous le sentez, je pense qu'il faut faire comme il a dit Jul, comme il fait Swilly. Il faut sortir. Je sais pas. Est-ce que vous êtes déjà allé sur le SoundCloud de Swilly? Il a au moins 1000 tracks. T'en as qui sont bien et t'en as qui sont pas bien.
Je pars du principe qu'on est 7 milliards sur Terre et que toi, peut-être il y a un truc que tu vas pas aimer, mais c'est sûr que dans les 7 milliards, ça va plaire à quelqu'un. C'est toujours comme ça. Déjà, il y a le phénomène de, par exemple, moi, je kiffe trop une track que j'ai faite et du coup. Et tout le monde, il va détester. Ouais, alors que celle où, genre, je me dis, genre, tu vois, et là, tout le monde adore. Il y a ça. Il y a aussi un point hyper pertinent que tu dis, j'avais mentionné avant, mais c'est que en gros, déjà, les artistes, quand on voit, par exemple, ils relâchent 3-4 tracks par mois, c'est qu'en fait ils en ont fait 12, tu vois, et finalement et en fait on peut pas toujours faire un hit track, sinon tout le monde le ferait tout le temps. C'est ça. Mais ce que tu peux faire, c'est finir une track, et en fait t'en finis 10, il y en a une qui est meilleure que les 9 autres. Et puis aussi tu sais, il y a une track qui est de qualité et une track comment je dis, ça veut dire le son est de qualité et une track est de qualité subjectivement parlant. Donc par exemple propre, tu veux dire. Ouais, exactement. Donc par exemple, moi j'aime pas trop le reggaeton, genre c'est pas du tout mon truc, et du coup c'est subjectif, tu vois, moi j'aime pas trop le reggaeton. Ah ouais, j'adore. Je pense sur le reggaeton. Donc genre tous les jours à la fin, chaque micromat là derrière ça, c'est du reggaeton. Et du coup moi j'aime pas le reggaeton, ça c'est subjectif, mais tu me montres une track qui a une qualité de son bonne, je peux te dire ça c'est bien produit, j'aime pas, mais ça c'est bien produit. Et c'est ça en fait, quand tu finis des tracks, ta qualité elle monte. Après c'est subjectif, peut-être que ta track elle sera pas bonne, ou enfin subjectivement parlant, mais tu l'as fini. En fait tu parles de quoi quand tu dis propre? C'est la technique, oui. c'est pas c'est pas le son, c'est pas le mastering, c'est ça que tu parles. Tout ça, genre c'est une track de qualité, il y a assez de détails, etc. Après est-ce que quelqu'un va aimer, ça c'est subjectif, mais au moins tu peux dire mais par contre ça c'est bien produit, c'est bien, ouais exactement. Et c'est ça qu'il y a en fait, c'est comme tu dis justement, faut produire, faut finir ses tracks. Les gens qui font que des drops ou que des loops, finalement, ils bossent sur les 40% d'une track, mais les 60%, ils bossent jamais dessus, et c'est comme ça qu'on progresse en fait. Absolument. Après, faut pas avoir peur d'utiliser les loops au départ. Hein. Mais c'est comme ça que je commence aussi. Absolument. Il y a pas de règle pour comment commencer, mais en fait, faut y aller, faut se programmer dans le cerveau que non, je passe pas une autre track parce que c'était dur. Faut continuer. Ouais, exactement. Après, je pense que c'est bien par contre d'avoir plusieurs tracks en cours, parce que en tout cas pour moi, parce que je sais que des fois je fais des tracks, même avec Jean on fait souvent ça, on a toujours 2 ou 3 tracks en travaux, parce que c'est bien de, tu vois, t'es là, t'es sur une track pendant 2 ou 3, 4 heures, mais au bout d'un moment ça te bourrine le cerveau. Ça s'appelle ear deaf, exactement. Comment ça s'appelle? Devenir ear deaf. Ça veut dire que t'arrives plus à être objectif par rapport à ce que t'écoutes. Tu l'as tellement écouté en boucle qu'en fait il faut prendre du temps, que ce soit quelques heures, quelques jours, et c'est là où c'est pertinent d'aller vers une autre track, etc. et ensuite revenir dessus. Totalement. Et c'est pour ça que des fois je lui dis arrête de faire fort, tu sais, il laisse des trucs en boucle et je suis là non. J'ai un côté un peu expérimentation, genre des trucs en boucle, des espèces de comment dire. Genre, il y a vraiment des éléments, j'essaye d'aller vraiment au bout du truc, mais des fois, il est là pour me rattraper. Parce que je commence à partir. Sans rapport, dans le trou noir, là. La boucle, elle tourne, t'en peux plus, tu l'entends tourner, là, et il cherche un truc, il dit, mais ça sert à rien de la laisser tourner pendant que tu cherches, j'en peux plus. Parce que, exactement, t'as des petits trucs comme ça, tu sais, tu cherches des trucs, vaut mieux enlever un peu pour t'avoir ton cerveau un peu. Et et d'en avoir plusieurs, c'est bien, au moins, tu peux passer l'une à l'autre. Bon, après des fois c'est compliqué parce que t'as du mal à passer d'un projet à l'autre, tu sais, t'as un style genre UK, tu passes sur un truc un peu moins. Ouais, exactement. Et parfois quand tu reviens sur l'autre, t'es pas exactement dans le même mood. Exactement. Exactement. Et faire des petites pauses aussi, c'est pas mal. Des petites pauses quand tu produis, tout ça, s'arrêter un peu, se lever, faire un tour. D'autres musiques, d'autres styles. D'autres styles, mais pas forcément. Et par contre, après ça marche pour moi, mais d'autres styles, vraiment, genre un autre style, parce que des fois aussi, écouter un autre son, ça peut être frustrant. Tu sais, moi, ça m'a, pour ma part, tu sais, t'es là, t'es en train de faire du son, et puis d'un coup, tu dis, bon, je vais faire une pause, et tu vas écouter Tromer. Mais c'est frustrant, faut pas écouter Tromer quand tu produis. Tu vas te reprendre, tu te dis, mais en fait, je suis nul. Tu fermes l'ordi, tu vas te coucher. Absolument. Mais moi, ça m'est jamais, pas jaloux, mais tu vois. Je dis Tromer, mais même des potes à moi, même toi, voilà, oui. Non, mais t'es là, tu te dis, oh, mais en fait, c'est pas top. Absolument. Non, mais c'est bien de prendre des références tracks, mais ensuite, parfois. Pendant que tu produis, peut-être pas. Exactement. En vrai, de la base, on était sur la psychologie qu'il fallait avoir quand tu produis. Et en fait, c'est normal d'avoir des attentes quand tu vas faire écouter tes tracks et tout. Je pense que c'est. Enfin, ça dépend des artistes, je pense. Mais je pense qu'il faut pas être écouté après. Moi, j'arrive plus, par exemple, le dernier EP, j'arrive plus à l'écouter. Pour moi, c'est de la main. Enfin, aussi parce que tu progresses et ils ont mis 8 mois à relâcher le label, et du coup, maintenant, je sens que mon goût a changé, que je suis beaucoup mieux en prod et tout. Du coup, je suis d'accord. Mais je pense que c'est pour tout le monde, ça. Pour tout le monde, j'allais écouter énormément jusqu'à ne
ne plus aimer parce que j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui va pas et tout, et ça me permet d'avoir une meilleure visualisation du truc. Ouais. Moi, il y a un truc aussi pareil, je ne peux pas. Je crois que c'est sorti quoi. Ouais. Pardon, désolé. T'inquiète. Moi, j'ai un truc où j'arrive vraiment pas, c'est passer mes tracks. C'est vrai? Ouais. Généralement, déjà, un truc, c'est faut pas dire aux gens que t'es en train de passer ta track. Ouais. Comme ça, tu vois. La vraie. La vraie, ouais, exactement. Mais c'est pas par honte ou quoi que ce soit. C'est comme si j'arrivais pas à les caler ou je sais pas, il y a un truc. Bon, je me force des fois, mais c'est rare que je passe. Je suis pas le genre de mec à passer mes tracks. Ouais. C'est pas non plus que je suis pas fier de mon taf ou quoi que ce soit. Mais je sais pas. Moi, ça va. Ouais, toi on sait que ça va. Parfois je teste, il y a 2 semaines ou une semaine et demie, j'avais fait un petit truc, bon je peux plus jamais pouvoir la relâcher avec un label parce que j'ai pris Fergie, la chanteuse, et du coup ça, il y a zéro moyen qu'on clear ça avec son label de Universal ou je sais pas quoi. Mais avec Universal ou un truc comme ça derrière. Mais ça serait un free download, mais du coup je l'ai joué à la piscine parce que c'est un truc chill et j'ai rien dit à personne. Et là j'ai vu qu'en fait les gens, les gens ils prenaient, ils filmaient et tout. J'ai fait ok, c'est un très très bon sentiment. Exactement. Là tu vois un mec devant toi avec Shazam, genre. Exactement, y a pas. Ça Elle s'appelle comment? Bah écoute, je l'ai pas encore nommée. Exactement. Et vous avez sorti des trucs là récemment, toi c'était ton dernier truc, c'était avec Howl? Ouais. Ça s'appelle comment le pays, comme ça les gens ils peuvent aller regarder? C'est pas ma mère, c'était le dernier. Transatlantique. C'est Transatlantique. La première track s'appelle Transatlantique et la deuxième s'appelle Mal de mer. Ok. Et ok, trop cool. C'est que digital ou aussi vinyle? C'est que digital. D'accord. Ok, trop bien. Bah en tout cas, c'est sur ton Insta, j'avais vu comment on peut voir ça. En tout cas, il y aura vos Insta individuels et celui de Micromat dans la description que vous pouvez voir. Et à part ça, déjà en fait, comment t'as approché Howl? Comment ça s'est un peu passé? Bah en fait là, j'étais dans une période où justement j'avais été très productif. Ok. Et je voulais pas lâcher le morceau, donc je suis allé attaquer. Envoyer des messages à tous les labels en proposant mes projets. Ouais. Et bien sûr, il faut que ça colle à la direction parce que nous, des fois, on reçoit des messages des gens qui. Ah oui, oh là là. Qui sont des trucs. Les gens qui avaient de la trance, des trucs comme ça. Bon. C'est écrit en plus dans le nom Micromat. Micromat, exactement. Tu vois. De ouf. Et ouais, finalement, en fait, tu les contactes et ils sont friands d'écouter les tracks. C'est leur taf et soit ils aiment, soit ils aiment pas, c'est pas grave, tu contactes d'autres labels et finalement tu tombes sur un label qui fait ton travail. Ok, je vois. Et toi Moi, ça fait un moment que j'ai pas sorti, ça va faire un an, mais j'ai un projet qui sort le 15 juillet, juste après Sylvafest. Ok, t'as le nom ou pas? Ouais, c'est House des Cités. House des Cités, les gars, House des Cités. C'était un petit délire. Ok, cool. C'est un petit délire, et puis ça sera un peu les tracks la majorité des tracks, ce sera les tracks qui seront sur mon live. D'accord. Que j'aurais fait. Trop cool, une petite avant-première en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Au Sylvafest. 2 tracks solo, une track avec Gabiche, un des artistes, et puis une track avec Juan. Ok, trop bien. En digital toujours. Ouais, trop cool. En tout cas, là, par exemple, il y avait des labels que j'avais approchés et il y en avait un qui m'avait dit on les chaud pour cette track-là en VA. Par contre, on fait qu'en digital maintenant parce que les coûts ont monté, etc. Du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de labels maintenant qui deviennent un peu plus réticents à faire les coûts de production, de distribution. Je pense qu'en fait, les labels, quand ils prennent plus le risque de faire presser des petits artistes. Ouais, je pense qu'en fait ça vende en fait. Ou sinon il faudrait sinon peut-être pour un VA une track, mais après t'as plusieurs gros noms. Parce qu'en vrai, je pense que ils se disent peut-être la personne va pas acheter comment ça s'appelle, le vinyle d'un petit artiste. Et c'est pour ça que même moi-même je ne veux pas sortir un vinyle tout seul ou même d'un VA forcément que du Micromat parce que j'ai peur que des artistes Micromat, parce que j'ai peur que en fait ça fonctionne pas très bien, parce qu'en fait les gens, il y en a qui aiment bien aller à la découverte, mais souvent il faut qu'il y ait quand même un petit remix d'un artiste connu pour que ça fasse un peu le truc, que ça. Et je pense que c'est ça pour ça que les labels ont un peu peur de faire des je vois. S'ils ont pas de gros artistes. Absolument. C'est un sacré budget quand même. C'est un sacré budget. Il y a la presse, mais t'as aussi le mastering spécial vinyle, la distribution, toute la com que tu vas mettre en place derrière. Souvent il y a un merch qui l'accompagne aussi. Ouais, de ouf. Le graphiste. Il y a ça aussi qu'on pense pas, mais les graphistes. Parce que si tu sors un vinyle, forcément faut que tu sortes une très belle pochette quoi. Ah oui.
Si vous pouvez donner un conseil ou des conseils à vous il y a quelques années quand vous venez de commencer dans la musique, etc., ce serait quoi? Parce que ça s'applique aussi aux artistes émergents qui regardent. Carrément. Déjà, évitez d'être trop des puristes. C'est-à-dire ne vous focalisez pas sur un genre de musique en particulier. Ouais. Ayez toujours l'écoute et la bonne oreille pour savoir ce que chaque genre peut emporter. Absolument. Laissez-vous bercer par l'histoire d'autres musiques, même si c'est pas la vôtre à ce moment-là. Absolument. Parce que ça vous permet déjà de rencontrer plein d'autres personnes dans ce milieu-là, ce qui vous permet d'avancer dans votre vie artistique, mais aussi de vous améliorer en tant qu'artiste, parce que vous aurez beaucoup appris. En termes d'écoute, en termes de technique, avec de la musique qui n'est pas du tout la vôtre. D'accord. Ok. Et toi? Alors moi, je dirais qu'il faut vraiment ne rien lâcher et surtout ne pas se prendre trop au sérieux. Ça, je pense que ça on est dans le fun business au final. Voilà, dans ce métier. Enfin, quand même, voilà. Faut pas trop se prendre au sérieux. C'est un métier sérieux, c'est un vrai métier, je pense. Faut pas, voilà. La question, elle est plus là. Mais ne pas trop se prendre au sérieux dès le départ, ne pas se dire. En fait, pour moi, si DJ, il faut pas se dire, c'est comme footballeur, en fait. Tu vois ce que il y en a beaucoup pour très peu de place. Et il faut pas trop se prendre le sérieux, je pense, parce qu'en fait, ça peut nous fermer beaucoup de portes. On n'est pas chirurgien de cœur. Voilà, il faut pas non plus, exactement. Il faut faire ça pour le kiff et s'amuser surtout. S'amuser. S'amuser, il faut que tu s'amuses. Quand t'as trop de pression, c'est là où je fais de la merde. C'est là où j'arrive pas à créer un truc. Du moment où tu t'amuses plus et que tu te fais pas kiffer, je pense que c'est pas la bonne chose, que c'est pas fait pour toi, ou que faut qu'il y a un truc à faire sur ton travail, parce que ça va pas. Ok, solide advice. Quelques petites questions avant qu'on passe au segment fun. C'est quoi votre dream collab? Quel artiste? Je pense qu'il y a Végine, un artiste avec qui j'adorerais travailler. Okay. Je sais pas si vous connaissez ses musiques électroniques. En fait, il fait beaucoup de genres, il fait hip-hop, musique électronique et tout. D'accord. Je pense que c'est un artiste qui aurait énormément à m'apporter, donc j'adorerais travailler avec lui. Ok, trop bien. Moi, j'espère pour toi qu'un jour ça marchera. Et toi? Alors moi, vous allez rigoler, mais moi, c'est pas pour ce qu'il fait, mais c'est pour l'artiste, c'est pour la carrière, c'est DJ Snake. DJ Snake, ok. Mais mec, j'ai trop de respect pour lui. Ah, mais c'est mec, il vient d'en bas, il vient de très loin, et il est tout en haut maintenant. Et en fait, c'est pas pour la carrière plus. Ok. Pour le musical, c'est pas du tout mon truc. Mais Bah écoute, ouais. Et Dream Back to Back? Dream Back to Back. J'ai Tromer, j'aimerais bien, je t'avoue. Ouais, Tromer, il est solide. Tromer, non, ça va, c'est pas le. Mais non, moi avec Ian Ludwig. Ou alors Skrillex, rien à voir. Mais Skrillex, il a l'air de trop bien mixer. Il fait des trucs c'est vrai que lui, il a des skills de ouf. Il a des skills de ouf. Ok. Non, il y a Ian Ludwig. Si tu m'entends. On va le contacter, on va le dire. Ok, Dream Gig, local et international. Sunwave. Sunwave, je sais que t'as déjà Sunwave. Scène 4. Et toi? Scène 4, carrément, tu connais la John Patty. Ok. Zénith. Allez. Oh là là. Bah non, mais dans ce cas-là, Stade de France. Au Parc des Princes, allez. Non, tu sais où? La sphère, là, le truc qui est à Las Vegas. Le truc qui est. Non, vous l'avez déjà vu ça? Ah oui, la boule là. L'œil, tu vois. Putain, mais ça, c'est goal ultime, ça. Ouais, de ouf. Ou sur le toit de la Tour Eiffel. Tu sais, mec, tous les trucs chelous. Dans l'espace. Non, mais j'aimerais bien. Mec, ça n'a pas encore été fait. Ouais, dans l'ISS. Ouais. En vrai, ce serait le premier set. B2B avec Thomas Pesquet. B2B Thomas Pesquet. Mon Dieu. C'est où ça? Ok. Je passe un peu du coq à l'âne, mais il y a un petit tu préfères qui est assez chaud. Parce qu'on est tous passionnés de musique là. Bah, en fait, déjà, non, un qui est moins chaud. Vous préférez être aveugle ou sourd? Parce que aveugle, tu peux plus produire. Sourd, ben, tu peux plus écouter du son. En fait, je suis sûr que tu peux produire aveugle. C'est vrai. Je sais pas, j'ai vu un mec là avec la langue, avec l'âge de Charcot, il a juste la langue, il arrive à faire des. Comment il s'appelle? DJ Pone. Okay. Ouais, c'est qui ce gars-là? Il a la maladie de Charcot. Genre Richard et tout, ils étaient aveugles. Richard, ouais, il était aveugle. Donc en fait, aveugle. Hein, ouais, vaut mieux être aveugle. C'est fini, on écoute. Sourd, c'est fini. Bon, après, t'as quand même des artistes qui sont sortis. Je suis chiant, mais Beethoven, même si. Est-ce que vous avez vu C'est vrai que. Est-ce que vous avez vu le film DJ Wild?
Non. C'est l'histoire d'un DJ qui devient aveugle et qui devient sourd à cause de la drogue, à cause de la coke et tout. Il part en live et l'histoire elle finit trop bien. Et c'est un film à aller voir. Il y a Carl Cox. Ça rend sourd. Il y a Carl Cox dedans. Carl Cox, il joue le. Carl Cox, en fait, c'est un faux. Ils font en mode faux reportage. À un moment, le truc. Ils le prennent en interview et Carl Cox, il fait genre, ouais, c'était un super DJ, mais bon, encore pas du tout, là, qui n'a jamais existé. Hein. C'est trop drôle. Putain, trop bien. Ok, ce tu préfères, il est chaud. Ne plus jamais pouvoir écouter de la musique, ça veut dire même si tu passes à côté de quelqu'un qui joue la guitare, tu n'entends plus rien. Ou ne plus jamais pouvoir coucher avec une meuf, mais tu peux te branler. C'est tout. Là, c'est dur, hein. J'écoute plus de musique, hein. Tu sais quoi Oh, j'hésite, honnêtement. Attends, mais si tu écoutes de la musique, t'as le droit de te branler? Ouais. Ah ouais, bah là, moi j'écoute la musique alors. Non, ça va, là. Mais tu peux plus jamais coucher avec quelqu'un. C'est bon. Non, on a de l'imagination. Non, mais ouais, non, je pense que j'ai. Ouais, non, c'est bon, je sais pas. Moi, je suis amoureux. Oui. Je choisis de coucher avec. D'accord. Avec ma dulcinée. Ok. Et attends, on refait la question. Et si elle voit pas? Allez, vas-y, coupe la caméra. Ça roule. Bon, on va passer au segment fun. Du coup, je vous explique. Ici, il y a... de la fortune. Exactement. Donc, généralement, vu qu'il y a seulement un guest, c'est 3 tournées par guest. Du coup, en fait, vous avez droit à 6. Ok. Vous. Et je réexplique. Donc, on a Mystery Jar, qui est un petit pot ici où vous piochez une petite feuille qui dit quelque chose. Gift, c'est un cadeau. Bonbon, bonbon. 3 boîtes, vous devez choisir une des 3 boîtes. Il y a des cadeaux différents dans chacune. 10 € de donation et 5 € de donation respectivement à l'ONG ou la fondation que vous voulez, quelque chose qui vous tient à cœur. Et en fait, je pense que c'est tout, ouais, exactement. Donc, vas-y, je t'en prie. Tu peux y aller fort, hein, t'inquiète. Il faut pas lui dire ça, Ali. Hein. Vous savez qu'à chaque fois, il perd les potards tellement il va fort. Je vous le balance là, je balance. Je suis un destructeur de crossover. Il fait ça. En fait, lui, quand il fait, il fait des coups un peu. Ouais, le truc qui part. Les cuts, ils sont saignants. Mystery Jar. Monsieur Jar, vas-y, chope la boîte là. La petite boîte. Ouais, la jarre. Bocal, ouais. Voilà, exactement. T'as jamais vu cette vidéo bizarre? Ouais, exactement. C'est bien parce qu'on sait que c'est historique, t'as mis un. Ouais. Petit. C'est comme ça, à la règle, tu vois en mode vas-y. Bon, c'est bon, c'est assez. Hop là. Alors. Shot. Ah, les gars, on va devoir se faire un petit shot. Oh non. On rappeler comme ça. Tu peux prendre. Après, ça va, c'est pas. Bah non, mais je rigole. J'ai toujours rêvé de faire ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah ouais. T'es pas le premier gars à dire ça en fait. Ouais, merde. Il y a Cécilia qui l'avait dit avant. Ça, c'est un truc de Croatie qui a la figue. En vrai, ouvre et sentez. Sentez le truc, ça sent hyper bon en vrai. Pas faire de bêtises. Ah ouais, c'est sympa. Non. Ouais. Oula, oui. oui. Allez, c'est parti. Je laisse nous servir. Peut-être la moitié, comme ça on continue pas la journée bourrée. Ou... Pourquoi pas. Il y en a un, ça ne dérange pas. Ouais, c'est un vrai bon goût en vrai ça. Et puis c'est genre dans les 20%, un truc comme ça, c'est pas aussi hard que genre de la vodka ou je sais pas quoi. Exactement. Voilà. Tac. Merci. Du coup, à la vôtre. À Go Tempo et Micromat. Et à Micromat, exactement. Santé. C'est sucré. Ouais. Un café qui est sympa. Vas-y, deuxième coup. J'ai cru que t'allais dire deuxième shot. On se bourre avant que vous sortez d'ici, vous sortez pas droit. À la fin, on commence à dire des conneries. Et 3 boîtes, choisissons une. Hop. Paf. Le 3. Parce que je suis né le 3 juillet. Oh. Ok. Petite boîte de date. De Dubaï. Oh. Magnifique. Bon, à moi. J'ai envie d'avoir des dates. Vas-y. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Et bonbon. Oh yeah. Vas-y. Merci. Prends-en autant que tu veux. Hein. Non mais t'inquiète. Vas-y. Boîte. Choisis-en une. Allez. Moi aussi, je suis né le 3 janvier en plus. Vas-y, t'as pris le bon. Ok, alors ça, en gros, vas-y, montre-les. Hein. Il y a 2 règles. Première règle, c'est... Ah merde, ok, je pensais que t'avais pris le 2 en fait. Oh merde, merde. rien.
Trop déçu. Ok, merde. Vas-y, vous avez encore un chacun. Quelle force. Je commence à maîtriser le truc. Allez. 5 € de donation. Vous voulez quoi? Comme ONG? Ouais, ou comme fondation ONG. Nous on est beaucoup autour de l'écologie, donc je sais pas ce que t'en penses. Ou les enfants. Ou la Palestine, non. La Palestine? C'est possible? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? Je vais pas être. Ok. Très bien. Si vous avez pas un nom là direct. J'ai pas. Non, Ouais, t'inquiète, vous pouvez m'envoyer. En tout cas, je donne de l'argent à Médecins Sans Frontières. Ouais, je suis quelqu'un de bien. Mais je connais pas les associations qui sont actuellement. T'inquiète, tu regarderas et tu m'enverras. Un truc dès bien, que tu m'envoies. Safe quand même. Du coup, vu que vous êtes deux, ça sera 5 € de donation en chacun. volume. Exactement. Ouais. Non, on fera au long avec Micromat. Ouais, ça marche. Micromat, je mets Micromat et je vous envoie un screen du truc. Vas-y, à toi, Mathéo. Ah. Allez. Tac. Bon, si c'est encore shot. C'est quoi? Joke. Raconte une blague maintenant, vite. Merde. Voilà, on a bien rigolé. Elle me dit que j'ai pas de. Attends. Je réfléchis. J'ai pas de blague. Vas-y, je peux premier truc qui te sort de la tête, c'est pour ça. On te met sur le spot et justement, ça va probablement être une blague de merde parce qu'on te met sur le spot. Mais qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Quoi? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Quoi? Jonathan. T'es trop lâche-moi. T'as vu, reste avec moi. Merde. Bon, parce que tu m'as fait rigoler avec ta blague. T'as le numéro 2. Vas-y. Il voulait qu'on le fasse les deux. C'est quoi? Vas-y. Du coup, règle. Vous devez chacun nommer le vôtre. Parce qu'il y en a un pour lui aussi. Ah ouais. Ok. Choisissez. Mais toi, tu vas prendre le noir. On sait pas pourquoi. Ok. Du coup, faut nommer chacun. Tu le nommes comment et tu le nommes comment? Alors, moi, je vais l'appeler Gérard. Gérard et Capitaine. Capitaine Gérard. C'est capitaine. Ok, super. Attends, mais il s'envole si je. Non, c'est trop chiant. Si tu le mets sur un vélo, ça commence à tourner, etc. Oh, mais incroyable. Mais sinon aussi, tu le mets quand tu utilises pas, à côté de toi quand tu produis, tu vois, et c'est lui le mec qui ah ouais, dit, c'est ça. Ouais. Je vais mettre sur l'enceinte. Exactement. C'est trop cool. Merci. Avec grand plaisir. Dernière phase. Du coup, c'est toi qui les as habillés ou tu... Ouais, je les ai habillés. Ah, sérieux? Exactement. Ouais, ils viennent avec des trucs différents, etc. Où est-ce que t'as trouvé des mini-casques? Je suis resourceful. La dernière chose, c'est on va prendre une petite photo Paula et en gros, il y a un mur qui se fait avec tous les artistes qui passent. Trop sympa. Dans Go Tempo. Attendez, parce que par contre, faut bien que je me mette. Sinon ça reste assis, on va voir que je suis petit. Vas-y, tac. Parfait. Nice. Trop cool, je vais juste mettre ça là. Cool. Et du coup, les gars, je veux... Lequel le tien? Ouais, montrez à la caméra d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu? Regardez le détail, c'est exceptionnel. Avec la petite hélice. Exactement. Du coup, les gars, merci vraiment beaucoup d'être venus, d'avoir partagé avec grand plaisir, d'avoir partagé vos expériences, etc. Et je pense que ceux qui regardent surtout les artistes émergents ou n'importe qui vont beaucoup apprendre en fait, parce que nous, vous imaginez quand nous on avait commencé, pouvoir avoir des conseils ou des histoires de gens qui sont déjà établis, etc. Je pense que ça peut grave être. Surtout francophone, il y en a très peu en vrai. Ouais. En tout cas, il y aura des sous-titres. Hein. Non, mais d'artistes francophones, il y a très peu de le format. Ouais, exactement. Du coup, encore une fois, merci beaucoup. Donc, Juan et Mateba, allez regarder leurs réseaux sociaux qui seront dans la description, et Micromat, et Silvafest, et Midi Agency, et le sex shop qu'ils vont créer, et tout. Et voilà, on a ce qu'il faut. Exactement. Du coup, merci beaucoup d'avoir tuné in pour cet épisode et on vous verra l'épisode prochain. Ciao.